qui honore le congrès. Nous allons, le plaisir est d'autant plus réel pour moi que la communication va ouvrir ce congrès est celle d'un doyen de la médecine dentaire en Algérie, de quelqu'un qui a non seulement animé l'université algérienne dans l'Oranie et en Algérie, mais aussi la santé publique en général, qui est une personnalité majeure des sciences médicales en Algérie, c'est le professeur Hamid Bouziane. Et donc il va commencer cette série de communications en nous présentant la médecine dentaire en Algérie de l'indépendance à ce jour, mise en œuvre, bilan et perspective. C'est Hamid. Mes chers amis, juste avant de démarrer, je prendrai 10 secondes pour dire, renouveler encore une fois tout le plaisir que je me retrouve au sein du département que je pourrais qualifier de jumeaux par rapport à ce genre. Nous sommes nés la même année. Donc c'est avec un grand plaisir que je me retrouve dans ce département qui a le même âge que celui que j'ai eu le privilège d'ouvrir. Et je me suis dit qu'il serait peut-être très utile pour les jeunes générations, comme pour nos amis venant de France et d'ailleurs, d'édire un petit peu le cheminement qui a été le nôtre pour pouvoir aboutir à la situation actuelle et éventuellement proposer quelques démarches ou une ligne qui peut nous permettre de continuer à avancer. Donc, je vais parler de la médecine dentaire en Algérie de 1963 à 2006, comment elle a été mise en œuvre et quel est le bilan, puis quelques perspectives. La faculté de médecine en Algérie a été mise en place en 1857. Il est bien entendu qu'elle a été mise en place pour apporter des réponses à des préoccupations de l'heure, c'est-à-dire de la colonisation. Plus tard, vers 1909, en regroupant la faculté de droit plus celle des sciences d'Alger, on a créé en 1909 l'université d'Alger. Bien longtemps après, arriva le plan de Constantine en 1957, avec des préoccupations bien entendu différentes et des objectifs différents, ce qui a permis à la faculté de médecine, toujours d'Alger, d'avoir en 1961 une centaine d'étudiants, parmi lesquels quelques indigènes, entre guillemets. La chirurgie dentaire, elle, ne va arriver qu'en 1950, avec moins de 5 étudiants algériens. Après l'indépendance, les nécessités d'une rupture par rapport aux structures héritées s'imposaient d'elles-mêmes. Et dès 1962, des aménagements rapides furent apportés dans le cursus, la gestion et l'organisation. Cette période de 1963 à 1971 s'est fixé 3 objectifs essentiels en matière de formation médicale en général et en chirurgie dentaire en particulier. La réduction des disparités en matière de répartition du corps médical était un des objectifs. La facilitation de l'accès aux soins, et pour cela, il a fallu procéder à l'instauration de la mi-temps obligatoire pour les praticiens privés pour qu'ils exercent dans le secteur public. Puis la mise en place d'équipes mobiles d'action sanitaire. Puis enfin, le maintien et le renforcement du seul pôle de formation qui était à Alger. Mais malgré ces efforts consentis, les efforts consentis se sont avérés très insuffisants pour répondre aux objectifs qui étaient fixés. Et le réaménagement, du simple réaménagement ne pouvait suffire pour répondre à des exigences sociales et économiques de l'époque. En 1971, entre 1971 et 1989, la nécessité de former le maximum de cadres au moindre coût avec des qualifications dont le pays a besoin a intégré pour la première fois la notion d'adéquation de la formation et de l'emploi. Impliquant ainsi la nécessité d'un enseignement d'élite que nous avions alors à un enseignement de masse pour répondre aux énormes besoins des populations. Il s'agissait alors de former un cadre dont la formation permet de faire face aux problèmes spécifiques de nos populations, un cadre dont la formation permet l'assimilation constante des connaissances et des progrès, ainsi que du patrimoine.
Pour répondre aux besoins de formation de ces personnels en cadre qui correspondent au poste de travail dont le pays a besoin, la reconversion des diplômes et des enseignements en vue d'une opérationnalité identifiée s'avère indispensable et nécessaire. C'est ainsi que des profils de formation qui répondent à la demande des utilisateurs, une formation au moindre coût, avec rentabilisation des moyens, une suppression des déperditions, une suppression de l'année propédeutique, enfin un ensemble de mesures et pour abolir le redoublement du trimestre ou du semestre avec une organisation de la formation intégrée et de l'université intégrée par la création des fonds communs, des passerelles, etc. Tout cela impliquait une refonte complète des contenus de programme, la révision de la durée des études, 4 années pour la chirurgie dentaire à l'époque, en 71, le développement des compétences nécessaires à l'accomplissement de l'acte professionnel pour développer le savoir-faire, l'appropriation des connaissances qui fondent cet acte professionnel en développant le savoir et une socialisation avec l'acquisition de valeurs, d'attitudes spécifiques au groupe professionnel, de savoir-être, avec bien sûr le premier geste du savoir-être, c'est parler la langue des malades, donc développement intensif de la langue nationale. La mise en place de d'une nouvelle architecture des enseignements supérieurs générale, une réforme de contenu des enseignements, et cette refonte se voulait globale dans sa conception, participative dans sa démarche, progressive et interactive dans sa mise en application. La professionnalisation, ainsi renforcée, prépare à l'exercice durable d'un travail organisé et reconnu. Pour cela, il s'agit de construire des cursus répondant aux besoins de formation avec une double finalité, une sortie qualifiante et une possibilité de poursuite des études. On a l'impression de parler du LMD. Parallèlement et concomitamment, le renforcement des structures de santé avec l'instauration de la médecine gratuite en 1974, la création des secteurs sanitaires et la mise en place de fauteuils dentaires dans les complexes scolaires et les polycliniques est réalisée pour prendre en charge l'ensemble du dispositif, l'érection de centres hospitalo-universitaires chargés d'une triple mission de soins, de formation et de recherche à Oran, Constantine, Annaba, aux côtés du CHU d'Alger et la mise en place d'annexes au centre, à l'ouest et à l'est. Pour la coordination, l'évaluation et le suivi, il est mis en place des comités pédagogiques à tous les niveaux, locaux, régionaux, nationaux, ainsi que dans chaque discipline. Enfin, pour la prise en charge de la formation, la création de post-graduation en 1972 pour doter tous ces établissements des formateurs indispensables. Et cela par la création des premières post-graduations, le résidat. Cette post-graduation ayant pour objectif de former en 3 années des spécialistes en chirurgie. C'est ainsi que les premières conditions de recrutement au poste d'enseignant s'établissent à partir d'un diplôme de post-graduation dans un champ disciplinaire, indiquant clairement qu'un enseignant en chirurgie dentaire doit d'abord être un spécialiste. La progression dans cette formation ne pourra se faire que par la recherche, qui devient une composante obligatoire, faisant ainsi de cet enseignant un chercheur. Partant du principe que le savoir reste antérieur à toute pratique, les nouvelles dispositions introduites par ces réformes vont faire de nos enseignants non pas seulement des transmetteurs de savoir déjà constitués, mais aussi et surtout des instructeurs, des facilitateurs, des observateurs et des médiateurs qui feront participer au processus de construction de la connaissance par leur maîtrise de compétences professionnelles spécifiques que leur donne leur professionnalité et leur pratique quotidienne dans leur service. Le mode de formation des spécialistes, dont certains se consacreront à l'enseignement, alterne tout à la fois la participation à l'encadrement de la formation graduée, la prise en charge des malades, l'implication progressive à des niveaux différents dans la recherche, ainsi qu'au stage dans différents services avec pour finalité de faire participer au processus de construction de la connaissance. Le stage et la pratique hospitalière permettent aux stagiaires de quitter le monde du discours pour pénétrer celui de l'expérience. Ce contact avec la pratique professionnelle, qu'il soit en tant que soignant ou aide-soignant, n'a pas pour objet la production des savoirs, mais la formation. C'est ainsi que le spécialiste devenu enseignant néophyte embrasse cette profession, devenant ainsi une ressource experte par la recherche, manager par la responsabilité acquise dans un environnement fait d'interaction, de collaboration,
d'apprentissage coopératif, empreinte d'éthique et de déontologie. Sous la direction d'un professeur et d'un docent, le maître assistant devra préparer un diplôme de doctorat en sciences médicales qui sanctionnera des recherches originales approfondies dans un domaine médical en un minimum de 3 années. Ce diplôme DESM est une condition nécessaire, obligatoire, pour prétendre aux autres concours de docents, de professeurs ou de professeurs chefs de service sur la base de titres au travail. L'accès au premier grade de l'enseignement supérieur, celui de maître assistant, est réservé donc aux spécialistes. Il se fait par concours sur poste ouvert. 1989 arrive et l'évaluation du processus mis en place a permis de constater une démographie professionnelle importante, une demande croissante de l'étudiant pour la discipline, un développement très important des savoirs, des techniques et des moyens, la volonté d'un niveau de formation conforme aux normes universellement admises et le souci de s'inscrire toujours dans un environnement social et économique particulier. La nécessité d'une année supplémentaire dans le cursus devenait indispensable pour l'enrichissement des programmes qui passent à 5200 heures d'enseignement, dont les 2/3 sont sous forme de travaux pratiques ou travaux dirigés, puis l'introduction et le renforcement de certaines disciplines telles que la thérapeutique et l'odontologie sociale. L'ensemble de ces dispositifs est accompagné du redéploiement et de la restructuration du système organisationnel et d'évaluation, annualisation, modalités d'évaluation, etc. Toutes ces actions ont permis aujourd'hui les résultats suivants. 9 477 chirurgiens dentistes formés, dont 4 734 en santé publique. Tous les chiffres qui vous sont soumis émanent du ministère de la Santé publique dans un travail qui a été fait entre 2004 et 2006 et qui ont été publiés en avril 2006. Parmi ces donc 4 734 en santé publique, il y en a 393 qui sont des hôpitaux universitaires et 4 350 parapublics et privés. On voit la progression énorme et rapide du secteur privé qui, en quelques années, est arrivé à occuper 50% des postes de travail. Parmi les spécialistes de santé publique, 1498 s'occupent strictement de l'hygiène scolaire, à temps partiel ou à plein temps. Ces chirurgiens dentistes sont répartis entre des secteurs sanitaires, les CHU, les hôpitaux et les spécialisés, puis le domaine public et parapublic. Nous constatons encore une fois que le privé a 4106 chirurgiens dentistes. Dans le domaine des hospitalo-universitaires, et là nous ne parlons que des effectifs des enseignants hospitalo-universitaires, nous voyons qu'à Alger, nous avons pour 763 étudiants, nous avons un ensemble d'enseignants et le ratio est de 1 enseignant pour 8 étudiants. Si nous prenons Constantine, par exemple, qui est la plus importante du département du point de vue du nombre des étudiants, eh bien, le ratio est de 1 enseignant pour 23 étudiants. Pour Alger et pour Annaba et Oran, il est à peu près de 1 pour 18. Ce déséquilibre flagrant est à prendre en considération. Les autres départements, Patna, Sétif, Tizi Ouzou, Blida, Tlemcen, Sidi Belabèche, ne comptent aucun maître de conférence. Et l'encadrement y est préoccupant. Il est même à noter que dans certains départements, quelquefois 4 maîtres assistants, sans expérience, nouveaux, jeunes, encadrent tout à la fois les aspects pédagogiques, organisationnels, de gestion et de soins avec 100 étudiants sous leur responsabilité. La différence de niveau est flagrante. Les fauteuils dentaires fonctionnels, parce que nous avons un parc non fonctionnel qui est très important, il est de 7075 fauteuils dentaires et globalement, il est réparti de façon équitable entre le secteur public et le secteur privé. Pardon, il y a population. Non, voilà. Dans les activités, il est à noter que, et nous n'avons que les activités du secteur public, nous n'avons pas pris prendre en charge les activités du secteur privé. Il est à noter que 2700
2 750 000 extractions sont faites au niveau des secteurs sanitaires. C'est la principale activité des secteurs sanitaires. Sur 2 837 000 consultations, 2 750 000 se terminent par un acte d'exodontie. Pour les activités de soins, vous constaterez qu'elles ne sont valables ou développées relativement qu'au niveau des EHS ou des CHU. Quels sont les types d'actes au fauteuil dentaire? Eh bien, comme nous le disions tout à l'heure, c'est d'abord l'exodontie, ensuite quelques soins, et puis quelques actes de prothèse et autres actes de prise en charge. Par rapport à la population globale qui est en 2004, 33 435 000, nous avions un chirurgien dentiste pour 3 528 habitants. C'est un taux relativement valable, raisonnable, même comparé à des pays développés. Et nous avons 4 728, un fauteuil pour 4 728 habitants. Dans le secteur public, 10 consultations générales se soldent par 9,7 actes d'exodontie et seulement 2,5 pour des soins. 1,22 soins dentaires par jour et par fauteuil dentaire. Vous voyez la rentabilisation du système. Arrive enfin une autre période qui a démarré en 2000, c'est la mise en place d'infrastructures de recherche. La chirurgie dentaire et l'odontologie ont pu bénéficier de la mise en place de laboratoires de recherche qui ont un statut très particulier qui tentent de développer cette recherche. C'est ainsi que nous avons un premier laboratoire qui est le laboratoire de biotechnologie et laboratoire de technologie et biomatériaux dentaires qui regroupe 20 chercheurs qui ont 4 axes de recherche. Un sur la biocompatibilité, un autre sur le comportement physico-chimique des matériaux, puis l'expertise des biomatériaux vigilance et de la biotechnologie en général. Un deuxième laboratoire qui lui est situé à Annaba et qui s'occupe de la santé bucco-dentaire avec 18 chercheurs, des axes de recherche qui sont définis, la prévention, les asepsies, le laser en odontologie, les amalgames et la morphologie canalaire. Puis nous avons un troisième laboratoire qui est à Oran, qui regroupe 24 chercheurs et qui est un laboratoire de biologie buccale et qui fait de la bactériologie, de la physiopathologie salivaire, de l'anatomie pathologique, de la cytologie et un petit groupe de biostatistique. Ici, nous avons les dates les plus importantes pour la chirurgie dentaire, création en 51, maintien de l'école en 62, la réforme de l'enseignement supérieur, mais aussi de la chirurgie dentaire qui nous ramène à 4 ans, comme je vous l'expliquais, en 1971, puis vient 1990, en 1980, la première soutenance de thèse de doctorat en sciences médicales. En 1990, nous sommes passés de 4 à 5 ans, et puis en l'an 2000, la création des laboratoires de recherche. Quelles sont les perspectives qui nous sont offertes? Eh bien, vous l'avez vu, Alger est une école qui date depuis l'indépendance. Oran et Constantine ont un âge depuis 1975. Et Annaba est venu quelques années après, 2 ou 3 ans après, la nécessité d'avoir des structures propres à l'odontologie et faites pour l'exercice et pour la formation de l'odontologie. Parce que nous avions hérité de structures hospitalières qui n'étaient pas adaptées, et là-dessus nous avons commencé à faire des formations. Puis, donc il y a nécessité de faire des travaux de réaménagement et renouveler les équipements. Plus 6 années d'études, nous vous demandons à passer à 6 années d'études, développement de disciplines fondamentales, l'odontologie, la préventodontie, l'implantologie, l'odontologie pédiatrique et l'occlusodontie qui sont des disciplines à développer. De même qu'il s'agit de renforcer pour meubler, pour que les enseignants de rang magistraux occupent les facultés périphériques, les thèses et les projets de recherche en cours, créer des unités de recherche en regroupant des laboratoires, puis enfin créer des CES et des diplômes universitaires pour la pratique d'implantologie ou autres spécialités qui seraient intéressantes pour eux. Le développement des relations internationales, c'est ainsi que, actuellement, nos facultés sont vice-présidentes de la CID-CDF, qui est le regroupement de toute la conférence des doyens
de chirurgie dentaire francophone. L'Algérie occupe la présidence du conseil scientifique et la vice-présidence de la conférence régionale africaine en odontologie. Il s'agit pour nous tous de développer des conventions interfacultés et de développer les laboratoires, les échanges entre les laboratoires, entre les institutions algériennes et les institutions algériennes et les institutions françaises et étrangères. Le rôle essentiel que doivent jouer les institutions de formation et les associations scientifiques pour le développement et l'institutionnalisation de la formation continue devient primordial. Et Constantine aujourd'hui nous donne un très bel exemple et nous lui souhaitons bien plein succès. La Société algérienne de médecine dentaire, que j'ai le privilège de diriger, en relation avec les départements de chirurgie dentaire et d'autres associations nationales et ou régionales, a déjà tissé des liens prometteurs et organise un certain nombre de rencontres au bénéfice des confrères et des professionnels. C'est ainsi qu'elle a organisé, depuis 1990, 30 rencontres régionales, 10 congrès nationaux et 6 congrès maghrébins. Elle est membre du GADEF, elle est membre de la FDI et elle apporte un soutien aux organisations locales et régionales. Le Conseil de déontologie médicale qui vient de naître, on peut dire qu'il a quelques années, est un organe indispensable pour veiller à la régulation dans la profession et au respect des règles éthiques de l'exercice. Mais vu sa jeunesse, la tâche qui reste à entreprendre, c'est dans la plupart des cas. Tous ces efforts ont permis la mise en place de structures de formation importantes, un encadrement de haut niveau, un maillage conséquent en équipement et personnel pour la prise en charge de nos populations, des embryons d'organes de formation continue dynamiques, des institutions et des mécanismes de régulation et de contrôle. Mais, sans une formation continue adéquate, structurée, institutionnalisée, une application stricte des règles de protection des droits des malades, une vigilance accrue des conseils de l'ordre, une sensibilisation et une prévention pertinente et soutenue, en veillant à se préserver des ouvertures d'établissements de formation sans l'encadrement et les moyens minimums requis, en inscrivant les réformes de nos enseignements dans le cadre d'une réflexion collective qui permettra, et je cite le professeur Chollet, qui permettra d'ajuster le contenu de la formation à l'évaluation générale, à l'évolution générale de notre société, en évitant les mimétismes spontanés. Nous pourrons ainsi dire, avec monsieur le professeur Chollet, dans sa conférence à Annaba le 27 et 28 avril 2005, que toute nouvelle réforme non centrée sur des besoins de santé de nos populations et déconnectée des capacités d'absorption des futurs diplômés par notre système de santé servira à donner une formation longue et coûteuse, entièrement supportée par la société, à des praticiens qui iront vendre leur potentialité dans d'autres secteurs d'activité ou à l'étranger. Je vous remercie de votre attention.